Donc, je vais appeler Madame Anne Guillemot et Madame Juliette Rossignol qui vont vous parler du rôle des infirmières. Alors, on a une grande chance dans le service d'avoir des infirmières spécialisées. Et ce n'est pas Madame Paganon, le cadre de santé, qui va me contredire, j'espère. Parce que, voilà, on a des infirmières spécialisées, c'est-à-dire des infirmières dont le rôle est de s'occuper plus particulièrement des maladies pulmonaires rares, de la fibrose, mais pas uniquement de la fibrose. Et elles vont vous expliquer leurs tâches plus particulières. Je vous demande un petit peu d'attention, là. On s'est dissipé à la pause. Allez, on vous écoute. Donc, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Juliette Rossignol. Je suis infirmière coordinatrice pour les maladies pulmonaires. Ah, pardon. Donc, je m'appelle Juliette Rossignol. Je suis infirmière coordinatrice pour les maladies pulmonaires rares. Et donc, je suis accompagnée de Madame Anne Guillemot, qui est notre infirmière en pratique avancée. On va vous parler de notre rôle à chacune dans le service et auprès des patients qui ont une fibrose pulmonaire. Et comment ? Donc, vous allez voir que en fait, notre rôle, il intervient un petit peu à tout moment dans le parcours de soins, qu'on travaille essentiellement en binôme toutes les deux, qu'on intervient au moment de l'annonce du diagnostic, de la mise en place du traitement antifibrosant, lors du suivi également, et aussi, le docteur Lestel en a parlé un petit peu tout à l'heure, lors des soins de support et des soins palliatifs. Voilà. Oui, alors on a choisi de commencer par déjà la partie qui concerne l'annonce du diagnostic. Alors il y a plusieurs possibilités et ce n'est pas forcément des parcours toujours qui sont de la même façon. Vous pouvez avoir une annonce de diagnostic, soit à la première consultation avec le médecin, où le diagnostic, comme on l'a vu tout à l'heure, avec les éléments qui ont été, les examens qui ont été faits et l'interrogatoire, parfois le diagnostic est plutôt clair dès la première consultation, donc le médecin vous l'annonce à ce moment-là. Dans tous les cas, il faut savoir que tous les dossiers sont systématiquement discutés en RCP ou en discussion multidisciplinaire pour valider quand même le diagnostic. Et donc le diagnostic peut être fait à ce moment-là. Et puis parfois, on n'a pas forcément tous les éléments à la première consultation. Il y a des examens qui sont nécessaires par la suite. Et donc le diagnostic peut être annoncé un peu plus tard à l'occasion d'une consultation d'annonce. On a mis dans le service en place depuis... je dirais à peu près 1 an, des consultations d'annonce en binôme entre le médecin et moi-même. Il y a vraiment le premier temps où le médecin va prendre le temps de vous expliquer le diagnostic, tous les éléments en fait, qu'on a pu voir un petit peu avant, donc notamment qu'est-ce qui nous a amené à ce diagnostic, plutôt l'évolution, on va dire, et l'histoire un peu naturelle de la maladie, la prise en charge médicamenteuse et non médicamenteuse que vous allez voir par la suite. Et puis, il peut répondre aussi à vos questions à ce moment-là. Et il y a en général un deuxième temps dans la consultation avec moi et le patient est plus ou moins, si vous avez un accompagnateur. Et à ce moment-là, on peut reprendre ce qui a été dit dans la première partie, parce que parfois, ça fait beaucoup d'informations en très peu de temps. Donc, essayer de reprendre un petit peu les informations, savoir un peu aussi ce que vous avez compris et retenu, pouvoir préciser des choses. Et puis aussi, mon rôle, alors qu'on le voit au niveau de l'annonce du diagnostic, mais on va le redétailler par la suite, c'est aussi de faire beaucoup de prévention. Alors notamment sur la vaccination, sur le dépistage des comorbidités. Donc il y a vraiment une grosse action à ce niveau-là. Donc la consultation en général d'annonce, elle dure entre 1h et 1h15. Donc ce sont des consultations quand même assez importantes dès le début. Pour la mise en place du traitement antifibrosant, pareil, il y a aussi plusieurs schémas. Soit vous pouvez être vu en consultation. Alors en général, c'est moi qui vous revois. Donc le diagnostic est validé en RCP ou en discussion multidisciplinaire avec l'indication du traitement antifibrosant. Le médecin fait les ordonnances et c'est moi qui vous revois pour vous expliquer en détail le traitement, vous remettre les ordonnances, s'assurer que vous avez bien une prise en charge, par exemple, en ALD avant de débuter le traitement, parce que ça, c'est vraiment une étape qui est importante. Et vous expliquer si ça n'a pas été fait, quel est le processus pour le faire.
Vous expliquer les ordonnances aussi parce que, pour ceux qui ont déjà le traitement, c'est des ordonnances qui sont spéciales. Donc, ce n'est pas forcément des ordonnances qu'on a l'habitude d'avoir en temps normal dans les mains. Donc, vous expliquez juste comment ça s'organise avec les ordonnances. Aussi, le traitement, les effets secondaires du traitement. Quelle va être la surveillance, notamment avec la prise de sang, les effets indésirables. J'en profite aussi en général pour vous donner les recommandations initiales sur la gestion des effets indésirables. Et qu'on verra après, et puis que Juliette pourra être amenée à vous réexpliquer après. À l'issue de la consultation, soit je vous oriente vers le programme d'accompagnement téléphonique Opal, qui vraiment réalise, on va vous le réexpliquer après, mais qui réalise un suivi téléphonique assez régulier, soit plutôt vers Juliette. Juliette vous détaillera après par la suite les modalités. On a mis là que c'était soit en consultation, soit en hôpital des jours. Tout dépend en fait s'il y a d'autres examens qui parfois doivent être complétés. Ça peut être un test de marche, par exemple, s'il y a besoin d'oxygène ou pour évaluer la capacité à l'effort, ou alors si on se rend compte que peut-être il y aurait besoin de rencontrer la diététicienne ou une psychologue. Donc ça vraiment, ça dépend, c'est un peu au cas par cas. Il y a une grosse partie des patients où on essaie vraiment de vous faire venir en hôpital de jour parce qu'on estime que c'est vraiment important d'avoir ce premier contact. On fait une prise de sang avant de débuter le traitement. Des fois, quand on a eu une EFR qui a été réalisée longtemps auparavant, enfin plus de 2-3 mois, on peut être amené à refaire une EFR juste avant le début du traitement pour avoir une valeur de référence. Et puis... en général, vous pouvez rencontrer la diététicienne, assistante sociale, psychologue, en fonction des besoins. Pour les soins de support et les soins palliatifs aussi, on en a parlé pas mal sur les présentations précédentes. On a vraiment à cœur que les soins de support et les soins palliatifs interviennent à chaque étape du parcours. Dans l'organisation, c'est vraiment pas quelque chose qui doit intervenir à la fin, en fin de vie, parce que c'est vraiment important de prendre en charge les symptômes qui peuvent être invalidants au quotidien. Donc on peut être amené à vous proposer des soins palliatifs, de rencontrer l'équipe mobile de soins palliatifs si par exemple il y a un essoufflement qui est important et qui peut impacter votre qualité de vie, ou alors l'atout ou la fatigue, des choses comme ça, parce que cette équipe-là, elle est vraiment spécialisée sur ces symptômes-là. Ils savent bien gérer, par exemple, pour l'essoufflement, et puis ils réadaptent aussi les traitements, soit par appel téléphonique, soit ils peuvent vous proposer des hôpitaux de jour où assez régulièrement, entre les visites avec nous, ils peuvent vous voir et réadapter les traitements. Donc c'est vraiment aussi important qu'ils interviennent assez précocement dans la prise en charge et pas au tout dernier moment. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle les soins de support qui sont aussi... qu'on peut avoir avec les soins palliatifs, c'est vraiment tout ce qui est la psychologue. On a aussi la diététicienne, l'assistante sociale. Des fois, il n'y a pas forcément d'examen sur ces hôpitaux de jour-là, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de FR, on ne fait pas d'autres examens, mais vous pouvez être amené à rencontrer tous les autres professionnels pour essayer d'avoir une prise en charge globale. Et le but à chaque fois, c'est vraiment soulager les symptômes et surtout améliorer votre qualité de vie. C'est pour ça qu'on n'attend pas le dernier moment. Donc, j'ai pas trop avancé ma diapo, mais c'était ce qui a été sur la diapo suivante, notamment sur les hôpitaux de jour de soins palliatifs. Je ne l'ai pas précisé. On peut aussi être amené à évaluer les besoins en oxygène à ce moment-là. Donc, par exemple, faire des tests de marche ou même les gaz du sang, la piqûre dans l'artère, pour regarder le taux d'oxygène. Et puis ensuite, bien évidemment, alors moi, je ne peux pas faire la prescription d'oxygène initiale, mais en tout cas, les médecins sont là en support pour pouvoir prescrire l'oxygène si besoin. On passe au suivi un petit peu après la mise en place du traitement antifibrosant. Donc, pour le moment, c'est là que j'interviens. Je suis sur le poste à 50%. Donc, j'essaye de programmer un suivi téléphonique rapproché en fonction des besoins. En général, Anne ou les médecins, une fois après avoir vu le patient pour la mise en place du traitement, va me solliciter en fonction des besoins, en fonction de certaines fragilités des fois qui sont perçues, pour que je fasse un suivi un petit peu plus rapproché pour aider dans la gestion des effets indésirables. Que ce soit pour les diarrhées, que ce soit pour les réactions de photosensibilité, c'est donner des conseils qui sont adaptés
aider aussi à l'ajustement du traitement et faire un lien un petit peu privilégié avec les médecins aussi, faire un retour direct pour avoir parfois aussi leur avis. Donc voilà, c'est ce suivi-là que j'assure. Et j'essaye aussi, si je repère pas forcément les effets indésirables, mais si je repère d'autres choses, notamment la dénutrition, on en a parlé un petit peu avant, la perte de poids. Si je vois qu'il y a une perte de poids qui est importante, j'essaye d'orienter vers les professionnels adaptés, donc la diététicienne. Si je vois qu'il y a besoin de conseils avec l'assistante sociale, c'est des choses aussi que je peux aider à mettre en place avec Anne, notamment lors des HDJ de soins de support. En ce qui concerne la coordination avec le programme d'accompagnement OPAL, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui en bénéficient. On reçoit tous les comptes rendus. OPAL, en fait, vous appelle régulièrement. On reçoit les comptes rendus, moi je les lis, je les intègre dans votre dossier et si jamais il y a des soucis, je rappelle et je fais le point un petit peu plus profondément pour essayer de trouver des solutions. Voilà. Je crois que c'est tout. Sur le rythme d'appel, OPAL, ils ont... en fonction du traitement antifibrosant, OPAL a des rythmes d'appel un petit peu différents, mais globalement, il y a un appel à J15, un appel à 1 mois de traitement, puis à 2 mois, à 3 mois, 6 mois, 9 mois, je crois. C'est ça. Donc voilà. Dans l'intervalle, évidemment, l'objectif, c'est que je puisse faire un petit peu le lien entre les appels OPAL. C'est-à-dire que si vous avez un souci, vous pouvez évidemment essayer de me joindre. Et voilà. Et après, dans le suivi aussi, il y a les consultations. Alors, la consultation, elle peut être soit avec le pneumologue en ville aussi, si vous en avez un. Et parfois, ça arrive que ce soit lui qui vous revoit à 3 ou 4 mois. Sinon, ça peut être avec moi. Déjà, tout simplement parce que j'ai des délais un peu moins longs que les consultations médicales. J'ai de la place à 3-4 mois encore pour l'instant. Donc, c'est possible de vous revoir dans ces délais-là. Là, en général, c'est un peu toujours de la même façon. C'est vraiment plutôt ce qu'on appelle un interrogatoire. Je vous pose toujours les questions sur des symptômes, comment vous ressentez votre essoufflement, est-ce que ça s'est aggravé, est-ce que c'est plutôt stable, sur la toux aussi. Il y a aussi l'évaluation un peu des fragilités. Enfin, quel est le retentissement, par exemple, sur la vie quotidienne qu'a votre maladie? Est-ce qu'il y a des choses qui sont difficiles pour vous au quotidien? Est-ce qu'il va falloir après qu'on sollicite éventuellement l'assistante sociale ou vous aider des fois aussi pour des démarches? Je peux vous aider à vous orienter sur les organismes pour les démarches en fonction des besoins. Et puis, il y a aussi une grosse partie, alors ça c'est vraiment plus... similaire pour tous les infirmiers en pratique avancée, c'est la prévention des facteurs de risque cardiovasculaire, parce que ça concerne tout le monde. Donc, s'assurer que si vous avez d'autres maladies associées, y a un suivi qui soit réalisé. Aussi, plutôt sur la sédentarité, des choses comme ça. Donc, du coup, c'est vraiment une évaluation globale. Bien évidemment, la mise à jour des vaccinations. Ça, je pense que ceux qui m'ont déjà vu en consultation, c'est vraiment un incontournable dans la consultation. Et puis, pour les interprétations aussi des examens du SOUF, donc je suis habilitée aussi à les interpréter et à vous dire si c'est stable. Et pour c'est utile vraiment pour le suivi de la fonction respiratoire, d'autant plus à 3-4 mois parce que vous avez déjà le traitement qui est mis en route et à ce moment-là, ça nous permet de voir l'efficacité du médicament. Il y a un examen clinique aussi, comme avec les médecins, puisque j'ai appris auprès d'eux à le faire. Et puis, je programme après le suivi ultérieur. À chaque fin de consultation, il y a un compte-rendu qui est réalisé et qui est remis à votre médecin traitant, aux médecins qui sont spécialisés au sein du centre de référence, mais aussi à d'autres médecins qui vous suivent, par exemple, pour d'autres pathologies, pour qu'ils soient informés du suivi. Voilà, je ne sais pas si on a fini. Si vous avez des questions éventuellement. Merci beaucoup. Je crois que c'était clair. J'espère que vous avez bien compris la différence. Donc il y a une infirmière de coordination qui est Juliette Rossignol à droite, qui sert à améliorer la coordination et notamment la communication entre le service, les médecins et vous, à essayer de fluidifier les choses.
et à gérer les éventuels problèmes de tolérance, d'adaptation au traitement, de posologie, d'effets secondaires, etc. Donc tout un tas de choses qui sont très importantes au quotidien. Et puis Anne Guillemot, qui est IPA, infirmière de pratique avancée. Donc c'est une infirmière qui a fait 2 ans de formation supplémentaire, hein, et qui est donc connaît pas toute la médecine, qui n'est pas chirurgien, mais qui connaît très bien la fibrose pulmonaire et les maladies respiratoires chroniques, et qui donc a, comme vous avez compris, un rôle vraiment de soin et qui nous aide, fait partie de l'équipe pour des visites de suivi, des visites particulièrement dédiées à certaines questions et qui peut prescrire les médicaments qui nous concernent aujourd'hui. Donc ces 2 tâches, même si elles... Enfin, je répète ce que vous avez dit, hein, mais moi j'ai mis un peu de temps à le comprendre. Donc, même si elles présentent ensemble, ce sont 2 tâches séparées, complémentaires, et on est très heureux de. Voilà, il faudrait les cloner, il faudrait en avoir plusieurs. Mais après, c'est des problèmes de budget qui limitent le recrutement de beaucoup de personnel comme ça. Est-ce qu'il y a des questions sur leur rôle ou ce qu'elles peuvent apporter ? Non, c'était bien clair, je crois. Si ? J'arrive. Merci beaucoup. Ce n'était pas une question. C'était des remerciements. Oui, tout à fait. Donc l'IPA, c'est un métier qu'on connaît peu. Et c'est bien d'avoir la chance d'avoir une IPA au sein du service. C'est vraiment précieux. Et l'infirmière coordinatrice, c'est très sécurisant. Être appelé périodiquement comme ça, c'est vraiment rassurant et sécurisant. Donc bravo, merci. C'est vrai qu'on a eu en plus la première IPA de fibrose pulmonaire de France, hein. Donc on en est très fiers.